en 2018, pratiquement tous les pays africains, surtout les pays de l'Afrique subsaharienne, investissent moins d'1% de leur PIB dans la recherche. Moins d'1%. Si nous prenons l'exemple du Mali, qui est mon pays, au Mali, en 2018, c'était inférieur à 1%, ça tournait autour de 0,5 à 6% du PIB. Et sur cette figure, c'est l'Afrique du Sud qui investit le plus dans la recherche en Afrique subsaharienne. En 2018, ils ont investi environ 2% de leur PIB dans la recherche. Si nous comparons l'Afrique aux autres continents, notamment en Asie, le Japon et la Corée investissent beaucoup plus. Et la Corée a investi au moins 4% de son PIB pour la recherche et le développement. Quant en Europe, des pays comme l'Allemagne, en 2018, a investi environ 3% de son PIB pour la recherche et le développement. En Amérique, les États-Unis aussi ont investi environ 3% de leur PIB dans la recherche et le développement. Donc, si nous comparons l'argent mis dans la recherche dans ces pays à l'Afrique, c'est très peu. Et un pays ne peut pas être émergent sans pouvoir faire une recherche de qualité afin d'avoir des résultats de qualité qu'on peut exploiter dans divers domaines, notamment dans la santé, dans l'agriculture, dans l'élevage. Nous pouvons citer, pour ne citer que cela. Donc, tous ces pays que nous voyons pratiquement, qui investissent beaucoup dans le développement et la recherche, sont aujourd'hui des pays émergents. Et nous, pratiquement, on ne parvient même pas à investir 1% de nos budgets dans la recherche. Et pour permettre, ces financements peuvent être faits dans divers domaines, nous disons, mais dans le cadre de cette présentation, comme nous sommes à faire avec des étudiants en pharmacie, des étudiants en santé, nous nous sommes intéressés à la recherche dans le domaine de la pharmacie, que nous allons aborder dans notre premier point, les domaines de recherche en pharmacie. Alors, les domaines de recherche en pharmacie, nous pouvons les répartir en 3 groupes principaux, notamment dans le domaine des sciences pharmaceutiques, dans le domaine des sciences biologiques et dans le domaine des sciences fondamentales. Commençons d'abord par le domaine des sciences pharmaceutiques. Il y a plusieurs champs, plusieurs disciplines dans le domaine des sciences pharmaceutiques. Nous avons la pharmacognosie. J'aime commencer par la pharmacognosie et j'aime le dire haut et fort parce que la pharmacognosie, c'est la mère de la pharmacie. Pratiquement toutes les disciplines de la pharmacie proviennent de la pharmacognosie. Et aujourd'hui, les autres spécialités pharmaceutiques utilisent les ressources de la médecine traditionnelle, notamment les substances naturelles, pour pouvoir faire
une recherche scientifique. Je prends l'exemple des pharmacologues. Aujourd'hui, en Afrique, la plupart des investigations des pharmacologues, c'est sur des substances naturelles. C'est pour la validation de l'efficacité thérapeutique et pour déterminer les mécanismes d'action des produits issus d'origine naturelle. La galénique, qui aujourd'hui, en Afrique, il y a beaucoup de formulations de produits à base de substances naturelles. La toxico, la chimie pharmaceutique ou chimie thérapeutique, la gestion et la législation pharmaceutique, pour ne citer que cela. Donc, pour vous dire que dans le domaine des sciences pharmaceutiques, le champ est vaste. Le champ est vaste. Nous pouvons faire des investigations dans plusieurs sous-domaines. Quant au domaine des sciences biologiques, j'ai vu, il y a des thèmes de bactériaux, notamment le thème de Awa, si je prononce bien son prénom, si je ne me trompe pas. Il y a des thèmes de parasito. Donc, on peut faire des investigations en parasito, en biochimie, en hémato, en immunologie. Nous avons des domaines qui vont concerner surtout les sciences fondamentales, notamment la botanique, la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, la bioinformatique, la nutrition et les santé publique. Mais généralement, dans une recherche scientifique, il y a une collaboration entre ces différents spécialistes. Si je prends l'exemple thème de Awa, qui porte sur le potentiel antibactérien d'une plante, normalement, pour bien traiter ce thème, il faut l'apport d'un pharmacognosiste et il faut l'apport d'un bactériologiste. Donc, généralement, une recherche scientifique dans un domaine peut réunir plusieurs spécialités, donc plusieurs sous-domaines. Et c'est ce qui est intéressant. Et pour l'interprétation des résultats, souvent, nous avons besoin des outils de santé publique pour interpréter nos résultats de recherche. Donc, un spécialiste en santé publique aussi va être indispensable. Donc, ceci pour vous citer quelques domaines dans les sciences, dans le domaine de la pharmacie. Donc, nous retenons de cette partie que dans le domaine de la pharmacie, nous avons principalement trois sous-domaines. Le domaine des sciences pharmaceutiques, le domaine des sciences biologiques et le domaine des sciences fondamentales. Alors, la recherche dans ces différents domaines passe par des étapes. Et ces étapes, nous les verrons dans notre deuxième chapitre de cette présentation. Pour faire une recherche scientifique, la première des choses, c'est de réfléchir, de partir par exemple à partir d'une observation pour définir le thème. Je prends l'exemple des différentes réponses données. Pour Fofana, c'était sur le cannabis. Pour Awa, c'était sur le potentiel antibactérien d'une plante, donc thème de bactériaux, combiné à la pharmacognosie. Pour Beni, c'était un contrôle de qualité. Et pour Sébastien, si j'ai bien noté, c'était un thème de galénique, la formulation à base de substances naturelles. Donc, ces différents docteurs, au moment de faire leur projet de recherche, ils ont réfléchi
et ils ont pu définir le thème, qui est très important. Et une fois que le thème a été défini, il s'agira de faire une synthèse de connaissances pour recueillir les informations. Cette étape dans la recherche, elle est très, très importante. Parce que si vous décidez de travailler sur un thème, il faudra voir qu'est-ce qui a été fait sur ce thème. Donc, il faut vous approprier ce thème-là. Donc, pour vous approprier ce thème, il faut faire une synthèse de connaissances pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce que nous, dans le cadre de notre recherche, nous pouvons améliorer comme innovation. Donc, cette étape très importante, elle est cruciale et elle est souvent difficile parce que si vous passez à côté de cette synthèse de connaissances, vous allez répéter des choses qui ont été déjà faites ou bien vous allez être buté pardon, à des problèmes au cours de l'exécution du projet. Donc, il faudra bien réfléchir pour faire une synthèse. Après la troisième étape, une fois que la synthèse elle est faite, c'est de poser le problème. Donc, en posant le problème, vous allez planter le décor. Et pour bien poser le problème, c'est la deuxième étape qui va vous servir pour mieux poser le problème. Et ensuite, formuler une hypothèse de recherche. Ceci est très important. Je prends le thème sur le potentiel antibactérien, par exemple. Je ne sais pas comment ils ont abordé le thème, mais par exemple, si je prends ce thème de façon générale, je vais dire oui, aujourd'hui, en Afrique, les plantes constituent un recours thérapeutique et avec le développement des résistants, donc aujourd'hui, il y a un développement, les bactéries sont en train de développer des résistances contre les antibiotiques et souvent le coût des antibiotiques aussi peut être élevé, mais toutes ces informations, c'est à partir de la synthèse de connaissances que je vais avoir sur là. Donc, je vais voir qu'il y a plusieurs plantes potentielles qu'on peut utiliser dans les infections, dans la médecine traditionnelle. Et à partir de là, je vais aller sélectionner une des plantes. Si je prends l'exemple, c'est le cas des agératums qu'ils ont sélectionné. Et je vais formuler une hypothèse en disant oui, Ageratum conizoides, les extraits de cette plante, peuvent avoir un effet antibactérien potentiel. Maintenant, je vais aller tester cette hypothèse avec l'expérimentation. Donc, c'est la méthodologie. Donc, je vais préparer des extraits de cette plante et je vais aller tester sur différentes souches de bactéries pour voir est-ce que l'hypothèse de recherche est vraie ou pas. Et à l'issue de l'expérimentation, nous allons obtenir des résultats. Ces résultats, donc, avec un spécialiste de santé publique, notamment en épidio, en biostatistique, il va analyser les données pour nous dire si nos extraits sont efficaces ou pas. Donc ça, c'est l'exemple typique par rapport à la thématique donnée par Awa.
Et enfin, nous allons conclure pour dire oui, l'hypothèse de départ est vraie ou bien l'hypothèse de départ n'était pas vraie. Donc, si le résultat est bon et que les excès de cette plante sont actifs, on va dire oui, effectivement, cette plante a un potentiel antibactérien. Mais si à l'issue de l'évaluation, nous n'avons pas une activité antibactérienne, en ce moment, nous allons conclure que l'hypothèse qu'on avait dit, cette plante n'a pas un effet antibactérien. Voilà les différentes étapes qu'il faudra suivre quand vous voulez rédiger un projet et il ne faut pas sauter les étapes. Et c'est ce qu'on voit généralement aujourd'hui quand nous encadrons les étudiants, que ce soit dans les thèses pharmacie ou dans les thèses PhD. Souvent, les gens veulent sauter les étapes. Une fois qu'ils ont le thème, les gens veulent aller au niveau directement de la méthodologie. Alors que on ne peut pas décrire les méthodes sans pour autant passer par une introduction où on va bien planter le décor, où on va faire ressortir les objectifs du projet. Donc, ceci est très important. Quand vous devez faire une recherche scientifique, c'est comme si vous montez un escalier. Donc, étape par étape, définir le thème, faire une recherche documentaire pour faire la synthèse des connaissances, poser le problème, formuler une hypothèse, tester votre hypothèse, ensuite analyser les données, puis conclure. Et généralement pour un étudiant, que ça ou pour les chercheurs, les résultats que nous obtenons doivent être publiés. Et il y a plusieurs manières de publier. Dans le cas d'une thèse d'exercice, c'est votre thèse pour obtenir le doctorat d'État en pharmacie ou bien dans d'autres domaines. Mais en plus de ça, on peut publier sous forme d'articles scientifiques. Mais il peut y avoir des cas où quand vous tombez sur des résultats très intéressants, il y a certains chercheurs ou certains enseignants-chercheurs, ils ne vont pas vouloir diffuser ces résultats. Ils vont protéger leurs résultats de recherche pour pouvoir tirer certains bénéfices après. Donc, il y a ces possibilités. Mais ce dont nous allons nous intéresser cet après-midi, c'est la publication des résultats de recherche. Avant de vous parler de ces papiers dans lesquels on peut publier, nous allons voir dans notre chapitre 3 la synthèse de connaissances, qui est une étape clé dans la recherche scientifique. Et ces aspects, nous allons aborder dans le 3e chapitre de cette présentation, synthèse des connaissances. Alors, nous pouvons définir la synthèse des connaissances comme une méthode d'identification, de sélection et de combinaison de résultats provenant de multiples études sélectionnées. Pour résumer cela, quand on parle de synthèse de connaissances, ça passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est d'aller rechercher l'information. Ensuite, il faudra sélectionner les informations dans les documents. Ça peut être de la documentation physique, notamment des livres, des rapports, des thèses, comme ça peut être de la documentation électronique, notamment des articles publiés dans des bases de données. Donc, c'est ça une
synthèse de connaissances. Quand vous voulez faire la synthèse de connaissances, vous allez faire une compilation des résultats de plusieurs études pour tirer ou pour répondre à une question donnée. Alors, quelles sont les différentes étapes, les différents types de synthèse de connaissances? Il y a ce qu'on appelle généralement la revue narrative ou la revue classique qu'on appelle souvent revue de la littérature. Et c'est ce qui est beaucoup fréquent. Si nous prenons le thème donné par Dr Fofana, où il a parlé, son thème c'était sur le cannabis, état de lieu par rapport à l'utilisation. Donc, dans ce projet de recherche, il a fait une synthèse de connaissances sur cette plante par rapport à ses utilisations thérapeutiques. Et pour le faire, il y a plusieurs manières. Donc, la première méthode, c'est de faire une revue de la littérature. Et nous verrons c'est quoi une revue de la littérature, qu'est-ce qui la différencie de la revue systématique. Et il y a la revue systématique aussi qu'on peut faire, qui est différente de la revue classique. C'est les deux revues les plus fréquentes dans le domaine de la santé. Nous allons beaucoup plus nous appesantir sur ces deux types de revues. Nous avons la revue de la portée, la revue parapluie et la méta-analyse. J'ai vu dans le programme, je crois, dans quelques semaines, il y aura une conférence pour vous parler de la méta-analyse. Donc, pour déjà introduire cela, donc, nous disons que la méta-analyse fait partie de la synthèse des connaissances. Alors, les deux types de revues les plus utilisés étant la revue systématique et la revue classique, il y a plusieurs différences. Nous allons citer par exemple des différences au niveau de l'objectif, au niveau du but de ces deux types de revues, la différence au niveau de la méthodologie. D'abord, quand vous voulez faire une revue systématique, ça veut dire que vous voulez répondre à une question de recherche qui est très, très spécifique. Contrairement à une revue classique, où vous allez faire une synthèse des théories et des approches par rapport à un problème donné. Et surtout, au niveau de la méthodologie qui nous intéresse surtout, la méthodologie de ces deux types de revues ne sont pas pareilles. Quand vous voulez faire la revue systématique, c'est une méthode qui est très, très rigoureuse. Et dans ce cas, la méthodologie est explicite et est reproductible. Et vous devez faire la recherche, la sélection des informations, mais la difficulté aussi, c'est de valider les résultats des études, même si vous ne l'avez pas fait, d'analyser les publications pour juger de la pertinence des résultats de recherche. Parce que souvent, il y a certaines publications, les résultats, il y a des problèmes. Donc, souvent, il y a des choses qui sont publiées, mais qui ne méritent pas d'être publiées. Et là, quand ils vont vous parler peut-être des journaux, ils vont soulever ce problème. Il y a des journaux, ils vont prendre de l'argent seulement et tout ce que vous amenez comme information, ils vont publier ces résultats. Donc, quand vous devez faire une revue systématique, ce n'est pas n'importe quel résultat de recherche que vous allez sélectionner. Vous devez rechercher, vous devez sélectionner et vous devez valider ces résultats de recherche.
Contrairement à la revue classique, la méthodologie n'est pas standardisée. C'est-à-dire, les stratégies de recherche, la période de recherche varie. Donc, au niveau de ces types de revues, vous n'avez pas besoin de mettre les critères d'inclusion ou de non-inclusion des documents. Par contre, avec la revue systématique, vous devez dire quel type de document vous avez retenu et pourquoi vous avez retenu et pourquoi ceux-ci n'ont pas été retenus. Alors, quand vous faites une revue classique, vous allez juste rechercher des documents, ce que vous allez trouver, vous allez faire la synthèse. Il n'y a pas question de définir souvent les critères d'inclusion ou les critères de non-inclusion quand vous faites une revue classique. Donc, la revue systématique, la méthodologie est plus rigoureuse, ce qui fait que quand vous décidez de reprendre ce type de recherche, elle est reproductible. Contrairement à une revue classique où elle n'est pas souvent reproductible. Alors, pour les autres types de revues, nous allons passer rapidement sur ça. C'est la revue de la portée qui a les mêmes principes que la revue systématique. À la seule différence, vous n'allez pas valider les études individuelles. Donc, vous allez adopter la même rigueur scientifique. À la seule différence, les résultats des études individuelles ne sont pas validés. Quant à la revue en parapluie, ça c'est en fait une type de revue, c'est une analyse tertiaire. Pourquoi tertiaire? Parce que quand vous voulez faire une revue parapluie, vous allez vous intéresser aux articles qui parlent de la revue systématique, ensuite de la méta-analyse. Donc, vous allez combiner ces deux types de synthèse de connaissances. Donc, pour faire une troisième synthèse. Donc, elle est encore rigoureuse. Donc, vous allez vous baser sur une revue systématique, des revues systématiques. Vous allez vous baser sur la méta-analyse pour faire une troisième analyse. Et c'est ça la revue parapluie. Et quant à la méta-analyse que vous verrez dans les prochains ateliers, c'est une synthèse statistique des résultats d'études indépendantes. Donc, si vous avez un même thème de recherche qui a été étudié, qui a été traité dans différents pays, Mali, Burkina, Guinée, Gabon, Côte d'Ivoire, Kinshasa, le même thème de recherche, Togo. Donc, vous allez prendre les résultats de ces différentes études pour faire une synthèse statistique. Ce qui fait que ce que vous allez sortir comme résultat, vous allez gagner en puissance. Donc, une méta-analyse permet de gagner en puissance. Donc, le conférencier prochain va vous parler de la méta-analyse. Mais nous, ce qu'il faudra retenir ici comme type, nous avons surtout la revue classique qu'on appelle souvent revue de la littérature et nous avons aussi la revue systématique qui est beaucoup plus rigoureuse. C'est ça qu'il faut retenir ici. Et la différence se trouve à plusieurs niveaux, notamment au niveau de la méthodologie, où c'est une méthodologie qui est très rigoureuse, bien structurée, explicite et reproductible, contrairement à une revue de la littérature qui n'est pas dont la méthodologie n'est pas standardisée.
Alors, une fois que vous avez vos résultats, je disais, il faudra les valoriser généralement. Et dans la valorisation, il y a souvent la diffusion des résultats de recherche. Et cela se fait de plusieurs manières à travers une soutenance de thèse, à travers une soutenance d'un mémoire de master, à travers la publication dans des articles. Et nous allons voir quelques types de papiers ici. Nous avons différents types de papiers, notamment les articles de recherche originaux, qui sont les plus se retrouver. Nous avons les articles de synthèse, nous avons les communications courtes ou short communication, nous avons la lettre à l'éditeur et nous avons des cas cliniques. Mais nous allons beaucoup plus nous intéresser aux articles de recherche originaux et les articles de synthèse. Alors, les articles de recherche originaux ont pour objectif d'énoncer une avancée scientifique dans un domaine précis. Et ces types d'articles visent l'originalité et la nouveauté à travers les résultats qu'ils transmettent. Et dans ces types d'articles, la structuration répond au plan classique, notamment le plan INRAD que vous connaissez certainement, introduction, méthodologie, résultats et discussion. Et si nous regardons les différents thèmes donnés par les CATS, à part le thème de Moussa, nous pouvons mettre tous les autres thèmes comme des articles. Ces différents thèmes vont être publiés dans des articles originaux. Ensuite, il y a les articles de synthèse qui consistent à faire le bilan sur les recherches et connaissances déjà acquises. Dans ces articles, il n'y a pas de proposition de nouvelles avancées. Donc, contrairement aux articles originaux. Mais cependant, il peut y avoir une proposition possible de nouvelles pistes de recherche. Donc, quand vous faites une synthèse, vous n'allez pas donner de nouvelles informations puisque vous allez vous baser sur ce qui a été déjà publié, donc que les gens connaissent. Mais à travers votre synthèse, vous pouvez donner des pistes de recherche à d'autres chercheurs. C'est ça l'avantage. Et les autres types de papiers, la lettre à l'éditeur ou le cas clinique, sont généralement réservés dans le domaine de la médecine. Voilà. Donc, lettre à l'éditeur, les cas cliniques, quand vous regardez ce type de papier, c'est généralement des publications qui concernent surtout les médecins. Et dans la lettre à l'éditeur, vous allez discuter par rapport à l'opinion. Vous allez exprimer votre point de vue ou prendre des positions ou remettre en cause certains faits récemment publiés. Donc, s'il y a eu une publication par rapport à une pathologie donnée et vous avez des observations, vous avez des opinions par rapport à cela, vous pouvez faire de ça une publication et envoyer ça à un éditeur. Il y a les cas cliniques. Donc, ça aussi, c'est les médecins. Donc, au cours de leur consultation, ils peuvent tomber sur un cas de maladie rare ou bien un cas de certaines pathologies. Donc, ils vont observer ces cas et ils vont faire un document
qui va parler du symptôme, de la prise en charge, de comment le diagnostic a été fait. Donc ça, c'est vraiment pas pour un pharmacien. Donc pour les pharmaciens, vous allez beaucoup plus publier dans des papiers qui concernent des articles originaux, surtout, ou dans des revues de synthèse. Voilà ce qu'il faut retenir des différents types de papiers. Alors, pour conclure cette présentation, nous dirons que la connaissance d'une bonne démarche scientifique est importante pour rédiger un bon projet de recherche. Et la réalisation d'un projet dépend d'un financement conséquent. Les pays africains doivent financer davantage la recherche scientifique pour permettre leur émergence. Nous serons terminés cette présentation sans rendre un vibrant hommage à tous nos maîtres, notamment nos maîtres en pharmacognosie, en commençant par certains de nos maîtres qui nous ont quittés. Il s'agit de feu professeur Mamadou Koumaré, feu professeur Aruna Keita et feu professeur Drissa Diallo. Merci pour leur enseignement, que leur âme repose en paix. Nous rendons, grâce à Allah, nos hommages à notre maître professeur Rukia Sanogo, qui continue de nous accompagner et qui est l'actuelle directrice du département de médecine traditionnelle qui a été érigé en Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle. Chers participants à cet atelier, nos remerciements à notre université d'appartenance, l'USCTB, au département de médecine traditionnelle, où nous menons nos activités de recherche, à la Fédération internationale des étudiants en pharmacie pour cette sollicitation. C'est un honneur pour nous. Et à tous les participants présents en ligne. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Madame la modératrice, la parole est à vous. Merci beaucoup, professeur, pour cette très belle présentation. J'ai beaucoup appris et je pense que tout chacun d'entre nous ici a appris quelque chose. Donc, nous vous remercions. Maintenant, on va passer à les questions. Donc, si vous avez les questions, vous pouvez soit lever la main, soit écrire dans le chat box et on va lire au professeur. J'espère que je n'ai pas été trop long. Pas du tout, professeur. D'accord. Parce que si tu donnes la parole à un enseignant, il faut fixer un timing. Sinon, là, comment continuer à parler seulement? C'est vrai, professeur. Voilà. Il fallait me Donc, donner un timing. Bon. ok. Donc, j'ai une question. Monsieur Maurice, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. J'ai suivi messieurs les professeurs avec toute attention et en tout cas, ça a été bénéfique pour nous, c'est l'exposé magistral qu'il a posé. Alors, j'aimerais juste lui poser une question. Dans la recherche, est-ce que la question du fond, c'est vrai qu'on peut mener des recherches, mais est-ce que dans la question du fond, si je parle du fond, je vois les moyens financiers. Est-ce que ça ne peut pas aussi influencer nos recherches? Bon, c'est vrai qu'on peut faire de bonnes recherches, mais si on n'a pas assez de moyens financiers, est-ce que ça ne peut pas aussi, euh, ça ne peut pas interagir avec nos recherches? Merci beaucoup. Alors, on fait comment? Je réponds à ça directement?
Oui, professeur, on va prendre question par question. OK. J'ai pas eu le temps de noter son nom, mais je remercie l'intervenant pour cette question. Effectivement, le manque de moyens financiers va influencer la recherche. Si je prends nos pays africains, pratiquement les grands labos sont subventionnés par des États occidentaux. Et c'est eux qui vont lancer des appels à projets. Et nous allons chercher des fonds pour ces appels à projets. Et généralement, ils vont s'intéresser aux thèmes de recherche qui les intéressent en fait. Alors que nous, souvent, on n'a pas les mêmes problèmes que eux. C'est pour ça que j'invite nos États à investir davantage dans la recherche et le développement. Parce que si un État investit peu dans le domaine de la recherche, les problèmes de cet État ne seront pas résolus à travers la recherche. Si vous avez un bailleur de fonds qui est étranger, lui, il va sélectionner, il y a 10 personnes qui vont proposer des thèmes de recherche. Je prends toujours l'exemple sur les CATS. Par exemple, il y a un thème sur le cannabis, il y a un thème sur les antibactériens, il y a un thème sur le tabac et il y a un thème sur la dermocosmétique. Donc, si ces 4 personnes soumettent un projet, par exemple, à un bailleur de fonds étranger, ben, si dans ces pays, et ils n'ont pas un problème, certains problèmes d'infection, automatiquement, le thème de AWA, ils vont pas, même si c'est un bon projet, ils vont pas financer parce que ça les intéresse pas. Si le cannabis est beaucoup consommé chez eux et que Dr Fofana veut dans son projet faire ressortir les effets bénéfiques du cannabis dans la prise en charge de certaines pathologies, ils seront heureux de découvrir ces potentiels effets thérapeutiques du cannabis. Bon, maintenant, est-ce que chez nous, par exemple, par rapport à une infection aujourd'hui, c'est beaucoup plus pertinent ou pas? Voilà la question en fait. Donc, du coup, si notre recherche doit dépendre des partenaires, nous n'allons pas aller loin parce que ils vont jamais s'attaquer à nos problèmes en premier lieu. Donc, c'est à nos différents États d'investir dans la recherche, d'aider les chercheurs et les enseignants-chercheurs pour pouvoir trouver des solutions à des problèmes qui existent chez nous. Voilà l'élément de réponse que je voulais donner à cette question. Je ne sais pas s'il est satisfait de la réponse. On peut interagir. Oui, merci. Ok, merci beaucoup, professeur. Avant de passer à la question suivante, je viens d'envoyer un lien qui mène à la fiche de présence. Donc, ce lien sera ouvert pendant 40 minutes. Bien vouloir copier le lien et remplissez, vu qu'on prend la présence à la fin de chaque séance. Ok, donc, il y a un autre main. Monsieur Dan, vous avez la parole. Monsieur Dan, vous avez la parole. Vous Merci avez les beaucoup micros. pour la parole m'accordée. J'ai bien sûr. Merci beaucoup pour la parole m'accordée. Moi, c'est Dan Emayele. Je suis étudiant en sciences pharmaceutiques de l'Université officielle de Bukavu en République démocratique du Congo. J'ai bien suivi les professeurs et je tiens vraiment à les remercier pour le temps qu'ils nous ont accordé. Mais j'ai quelques préoccupations concernant les étapes d'une recherche scientifique
les professeurs nous avaient bien parlé que lorsque nous faisons une recherche scientifique, c'est bien aussi de formuler une hypothèse. Alors, j'aimerais savoir si nous sommes en train de traiter une thématique qui cadre avec une revue classique. Est-ce que c'est possible aussi de formuler une hypothèse, ensuite que nous pourrons parvenir à faire la conclusion à la fin, mais aussi le professeur concernant, il a parlé aussi dans la revue classique que on ne peut pas tenir compte des critères d'inclusion et des non-inclusion, mais c'est juste la synthèse des articles originaux qu'on a déjà publiés. Alors, j'aimerais bien savoir si on ne fait pas, on n'allait pas tenir compte des critères d'inclusion et de non-inclusion. Comment on peut maintenant savoir sélectionner les articles qui cadrent avec les thématiques que nous choisissons à travailler si on n'allait pas tenir compte des critères d'inclusion et de non-inclusion? Merci. Merci, Dan, pour ces différentes questions. Alors, je vais commencer d'abord par la dernière. Quand je dis, généralement, on ne tient pas compte des critères d'inclusion dans la revue classique, par exemple. Je prends le thème de Fofana, qui est une revue classique. Quand tu veux traiter ce genre de thème, vous allez dans les bases de données, Google Scholar, PubMed, Sciences Direct, qui sont des moteurs de recherche. Si vous mettez par exemple le cannabis, ça. Donc, les publications vont sortir. OK? Et généralement, si par exemple, lui, il veut s'intéresser à l'utilisation, il va prendre les publications en lien avec les utilisations traditionnelles du cannabis dans ces documents. Sans pour autant dire pourquoi il a inclus cette publication, pourquoi d'autres publications qui parlent de les utilisations traditionnelles du cannabis, il n'a pas inclus. Genre, pour formuler autrement, lui, il va s'intéresser seulement aux documents qui vont parler des utilisations traditionnelles du cannabis. Ce qu'il va trouver, il va mettre. Il ne va pas nous dire qu'il y a eu des documents qui peut-être parlent de l'utilisation traditionnelle, mais pour X ou Y raison, n'ont pas été retenus. Alors que quand tu veux faire une revue systématique, tous les documents que vous devez retenir à la fin, vous devez dire dans la méthodologie pourquoi ces documents ont été retenus et pourquoi d'autres documents n'ont pas été retenus. Contrairement à une revue classique, ça, tu n'es pas obligé de dire que tu as exclu, tu n'as pas inclus certains documents. Certes, tu peux dire oui, je me suis intéressé aux documents, à tout document qui parle de l'utilisation traditionnelle du cannabis, peut-être en Afrique de l'Ouest, ou bien en Afrique subsaharienne, ou bien en Afrique de façon générale. Ça, c'est pour circonscrire la recherche. OK? Mais tout ce que tu vas trouver, tu vas mettre. Alors, quand c'est une revue systématique, vous êtes obligé, c'est une obligation pour vous de dire oui, ce document est inclus parce que ça répond à tel critère. Oui, ce document, ça parle des utilisations traditionnelles, mais ce n'est pas inclus parce que ça ne répond pas à tel critère. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, dans la revue classique, c'est une méthodologie où il n'y a pas assez de rigueur comparé à
une revue systématique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une rigueur, mais les degrés de rigueur qu'on met pour une revue systématique dans la méthodologie, ce n'est pas la même chose que dans une revue classique. Alors, par rapport à l'hypothèse de recherche, dans le domaine de la pharmacie, si vous voulez faire, il y a des thèmes où c'est des articles originaux, où le contenu va concerner des articles originaux. Il y a des thèmes où c'est une revue de la littérature, une synthèse bibliographique du moins. Dans ces deux types de recherche, vous ne pouvez pas faire écrire un bon projet dans ce sens que vous n'avez pas, généralement c'est pour résoudre un problème que vous voulez faire. Donc, en ce moment-ci, c'est pour apporter, surtout dans le domaine de la recherche originale, c'est pour apporter des avancées qui sont nouvelles. Donc, forcément, vous allez rédiger, vous allez formuler une hypothèse de recherche. Maintenant, dans les revues, généralement, dans les revues classiques, souvent c'est moins fréquent de voir les hypothèses de recherche, mais tant qu'on peut, il faut formuler une hypothèse de recherche parce que c'est ce qui va vous permettre de tirer une conclusion après. Parce que si vous n'avez pas d'hypothèse au départ, quelle conclusion allez-vous tirer à l'issue de votre recherche? Et là, c'est la difficulté, même avec l'encadrement des étudiants. Si je reste dans le cadre, dans le domaine des thèses, souvent on a des documents à la fin, on ne sait pas pourquoi le travail a été fait. Parce qu'au départ, il n'y avait pas d'hypothèse de recherche. Et à la fin, on tombe sur des conclusions comme si ce que l'étudiant a fait n'a pas une grande importance. Donc, quel que soit le thème de recherche que vous avez, il faut essayer de poser le problème et de formuler une hypothèse, et c'est la réponse à cette hypothèse qui va vous permettre de tirer une bonne conclusion. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour cet élément de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, tu peux lui donner la parole si peut-être que je n'ai pas bien compris la question. Si ça Oh, ok. Dan, est-ce que Monsieur Dan est en Dan. ligne? Oui, je suis là et je suis vraiment satisfait de la réponse que les professeurs viennent de donner. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. D'accord. Ok. S'il y a encore les questions, bien vouloir montrer votre main. Je pense que j'ai vu une question dans le chat box. Je vérifie. Hum, Ok, je lis la question. Ok, monsieur Sébastien, vous avez la parole. Ok, merci un peu de plus pour la parole. Je tiens à remercier le professeur pour ce brillant exposé. Alors, professeur, ma question est de savoir, est-ce qu'il existe... Moi, je reçois un peu mal. Je ne sais pas si les autres ont le même problème. vous me captez? Oui, 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 professeur. Vous me Moi, j'ai du captez? mal à entendre Sébastien. Bon, parlez Euh, si la modératrice vous entend, c'est déjà bien.
Sébastien, vous pouvez augmenter votre voix, comme ça le professeur vous entend. M'entendre maintenant? Sébastien, vous Vous avez pouvez la m'entendre? parole. Vous pouvez Oui, m'entendre maintenant? oui, oui. Oui, je disais que je remercie d'abord le professeur pour ses brillants exposés. Alors, ma question est celle de savoir, professeur, est-ce que il existe de, de types de recherche qui nécessitent exclusivement de faire je dirais, une synthèse de connaissances en utilisant exclusivement la revue systématique, par exemple, en lieu et place de la revue classique. Voilà, merci beaucoup. Merci Sébastien pour cette question. En fait, la question de revue systématique et de revue classique, ça dépend du chercheur seulement. Comme je l'ai dit au départ, c'est la synthèse des connaissances. Mais quand vous devez faire une revue systématique, il y a des règles dont vous devez tenir compte. C'est plus rigoureux. Mais quand vous devez faire la revue classique, la démarche méthodologique est moins rigoureuse. Ce qui fait que beaucoup de chercheurs vont aller vers la revue classique où il y a moins de rigueur. Sinon, un thème de synthèse de connaissances, le chercheur décide, oui, je veux faire une revue systématique ou une revue classique. C'est au chercheur de décider quel type de revue il veut faire en fait. Prenons l'exemple toujours par rapport au cannabis, où Fofana a fait une revue classique. Ce même thème pouvait être traité sous forme de revue systématique. Mais ça allait imposer à Fofana plus de rigueur et généralement même la durée de l'étude, elle est beaucoup plus longue contrairement à une revue classique. Généralement, on dit dans le domaine de la recherche même, quand vous voulez faire une revue systématique, vous n'allez pas pouvoir finir en moins de 6 mois. Ce n'est pas possible. Et généralement, ce n'est pas une seule personne qui fait même la recherche de l'information. Vous êtes au moins 2 à 3 personnes, donc il faut des ressources humaines pour faire cela. Parce que vous devez aller chercher ce que je n'ai pas dit, et souvent des documents publiés et des documents non publiés. C'est-à-dire la revue systématique, elle doit être la plus exhaustive possible pour ne pas passer à côté des informations. Et la difficulté aussi, c'est de vous asseoir pour valider les résultats des autres études qui ont été déjà publiées. Chose qui est souvent difficile, qui est contraignant et qui demande beaucoup plus de temps. D'où la motivation de beaucoup de chercheurs d'aller vers la revue classique où vous n'avez pas besoin de valider les résultats publiés. C'est-à-dire, vous trouvez un travail publié par Sébastien, par exemple, sur le cannabis. Si Sébastien dit que c'est utilisé comme ça, vous n'allez pas justifier de la pertinence des résultats de Sébastien. Vous allez dire seulement, ah, j'ai vu un document publié par Sébastien en 2022 qui rapporte les utilisations du cannabis. Mais est-ce que la pertinence de ce document, je ne vais pas vérifier. J'ai vu quand même c'est un document public. Alors, quand vous devez faire la revue systématique,
Ça, il faut vérifier la pertinence des informations. Sinon, ce n'est pas dire, oui, il faut faire la recherche systématique pour tel ou tel domaine de recherche précis. Non. Dans tous les domaines de recherche, vous pouvez faire soit la recherche dans la revue systématique ou la revue classique. Mais il faut savoir que ce n'est pas les mêmes contraintes. Voilà. D'accord, merci professeur. Je suis vraiment satisfait. Bon, voilà, j'ai bien compris. Oui. Donc, le choix dépend du chercheur lui-même. Mais seulement, Oui. si j'ai bien compris, c'est que la revue systématique, elle est plus rigoureuse Très bien. et on peut dire que elle est aussi plus sûre. On peut dire C'est ça? ça. C'est ça, oui. Voilà, C'est bien ça. voilà. C'est très bien Merci. ça. Une revue systématique a plus de valeur qu'une revue classique. Voilà. Merci beaucoup, Voilà. professeur. Merci. OK. Y a-t-il encore des personnes qui ont des questions? J'ai vu une question dans le chat box. Je lis. Ça demande, s'il vous plaît, ma question. Pour faire la synthèse des connaissances actuelles, faut-il juste lire la partie résultats des publications ou faut-il aller plus loin? OK. Merci pour cette question. Alors, pour faire la synthèse des connaissances, l'idéal, c'est d'avoir le document en entier. Certes, souvent, on va vous dire avec même le résumé seulement peut vous permettre de citer un document, mais si vous voulez vraiment être sûr, il faut avoir le document PDF en entier, essayez de lire en intégralité tous les documents pour essayer de comprendre le contenu. Surtout, quand même pour la revue systématique, c'est obligatoire. La revue systématique, c'est obligatoire. Maintenant, quand c'est la revue classique où c'est moins rigoureux, vous pouvez vous contenter, oui, il y a X qui a publié ces informations, je prends les informations données par X, je mets dans mon document, puisque c'est moins rigoureuse. Mais quand il s'agit d'une revue systématique, là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de lire les documents en intégralité et de comprendre le document en intégralité avant de prendre les informations dedans. Voilà l'élément de réponse que je voulais donner à cette question. Oui. Merci beaucoup, professeur. Il y a un autre main. Bakou Joseph, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, professeur, pour vos enseignements. Je suis Mbakou Joseph, étudiant en pharmacie depuis le Cameroun. Ma question est la suivante. S'il vous plaît, professeur, c'est vrai que quand on tape, par exemple, les noms de nos enseignants comme vous, on peut se rendre compte que les publications, ce n'est pas vraiment ce que nous manquons. Bon, ma question est un peu une question d'ouverture. Je voudrais savoir, professeur, est-ce que vous nous encouragez à publier ou alors plutôt à chercher à utiliser les résultats de nos différentes recherches afin de résoudre des problèmes ponctuels que nous avons vraiment dans notre société, parce qu'on se rend compte que les chercheurs africains publient tous les jours, presque tous les jours, mais on ne ressent vraiment pas l'impact de cette recherche-là au niveau de la population. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Merci, Joseph. Vous faites de la politique? Joseph? Non, professeur, je ne suis pas politicien. Ah, il faut faire de la politique alors. Alors, en fait, ça, c'est le gros, très bonne question. C'est le gros problème, en fait, en Afrique. Souvent, il n'y a pas une valorisation en tant que telle de nos résultats
de recherche. Donc, nous, par exemple, enseignants-chercheurs, pour augmenter, changer de grade, on est obligé de publier. Donc, ce qui fait que souvent, les enseignants, on va publier pour publier. OK? Et les chercheurs aussi, pareil. Parce que si aujourd'hui, on te recrute assistant, pour être maître assistant, on va te demander de faire X publications, ainsi de suite. Donc, c'est ça en fait. Mais, ta question rentre dans ma plaidoyer en fait. Si nos États décident de mettre beaucoup d'argent dans le domaine de la recherche, ils vont imposer, par exemple, des thèmes de recherche dans le domaine de la santé. Et je profite, par exemple, de cette présentation pour vous dire, par exemple, quand il y a eu le début de COVID-19, on a dit, nous, Africains, on va tous mourir. Parce que dans les pays occidentaux, il y a eu plus de morts. Donc, en Afrique, il va y avoir l'hécatombe. Mais quand COVID-19 est arrivé chez nous, il y avait plus de peur que de mal. Ceci, je dirais peut-être que c'est parce que nous avons recours aux ressources de la médecine traditionnelle pour nous soigner. Et ça devait servir d'exemple à nos États pour investir davantage dans la recherche. Vous mettez de l'argent, vous proposez de l'argent aux chercheurs, faites la recherche, par exemple, pour mettre au point des produits agricoles ou pendant toutes les périodes là, quand tu sèmes, en 2 mois, en 3 mois, tu peux faire la récolte. Ou bien faites la recherche pour produire des médicaments traditionnels améliorés pour la prise en charge du diabète, des infections, etc. Donc, si l'État met de l'argent dans ça, au bout d'une année, si le projet c'est 2 ans, 3 ans, les chercheurs doivent présenter les résultats de recherche à l'État pour dire, oui, j'ai pris ton argent et voici le résultat à l'issue de cette recherche et voici nos recommandations. Donc, c'est comme ça que le résultat de la recherche va se sentir sur la population. Mais si les chercheurs sont laissés à eux pour dire, oui, tu as choisi la voie de la recherche, il faut te débrouiller, les gens vont faire des recherches selon les moyens possibles pour pouvoir graver les échelons, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans la recherche. Ou bien nous allons vers des partenaires étrangers, et c'est ce qui est beaucoup plus fréquent. Ils vont nous donner des fonds pour faire la recherche sur des thématiques qui les concernent. Donc, du coup, vous allez voir qu'un chercheur malien, congolais, burkinabé, tchadien et togolais va travailler sur une thématique dans le domaine de la santé ou peut-être la maladie, même on ne va jamais retrouver en Afrique, dans son pays. Mais parce que les Blancs, bon, les partenaires, je vais dire, et ils ont financé la recherche. Et ce chercheur a besoin de sous et il a besoin de publications. Et ça rejoint la première question qui disait, est-ce que la recherche ne va pas être influencée? Voilà. Donc, aujourd'hui, nous pensons que dans différents domaines, il y a des résultats qui sont très probants et nous devons passer à l'étape de valorisation de nos résultats de recherche. Et cela ne sera jamais possible avec le chercheur. Il faut que les politiques s'y mettent. Sinon, ça ne peut pas aller. Le chercheur, lui, va faire de la recherche pour avancer. Mais il faut un accompagnement politique pour valoriser les résultats de la recherche. Et c'est comme ça que la population va sentir les fruits d'une recherche. Et c'est pour ça que j'ai dit, un pays ne peut pas être émergent sans investir dans le domaine de la recherche. Ce n'est pas possible. Et nous, nos États n'investissent même pas 1% de nos PIB dans la recherche et le développement. Donc, très compliqué. Voilà. Ok. Merci Et je beaucoup. t'encourage
à faire de la politique? Joseph. D'accord, professeur, bien noté. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, en Afrique, ça, c'est le gros problème. Il faut que les chercheurs aussi commencent à se lancer dans la politique. Mais malheureusement, c'est triste de constater aussi, si on se met dans la politique, souvent on est transformé, on devient une autre personne. On perd tout. C'est comme si c'est un virus qui nous pique, on va réfléchir à l'envers. Sinon, tant qu'il n'y a pas des chercheurs au niveau où on prend les décisions, nos résultats de recherche seront toujours ignorés. Voilà. Oui, la Ok. modératrice. Euh, je pense que les questions sont finies. Je ne vois plus aucune main. Donc, merci beaucoup, professeur, de nous avoir honorés avec votre présence et aussi avec cette présentation. Donc, c'était vraiment, vraiment riche. Et je pense que chacun ici a appris un à deux choses de nouveau. Donc, je vous remercie beaucoup, professeur Mahaman, pour cette séance. Je vous en prie. C'était un honneur pour moi. Donc, voici mon adresse mail. Je ne sais pas si vous voyez sur l'écran. Oui, on le voit. Voilà. Et mon téléphone WhatsApp. Ceux qui sont intéressés davantage à échanger sur ça ou bien sur d'autres opportunités, je reste à votre disposition pour échanger. Voilà. Si je peux donner des éléments de réponse à vos inquiétudes, je le ferai avec plaisir. Si je n'ai pas d'éléments de réponse, je peux vous orienter vers d'autres personnes ou ressources aussi. Voilà. Nous vous remercions. Je vous en prie. À chaque participant, bien vouloir remplir la fiche de présence, j'ai encore envoyé le lien dans le chat box. C'est vraiment essentiel, s'il vous plaît. Euh, ok, maintenant, on souhaiterait prendre une photo. Alors, Donc, je dois s'il vous activer plaît. ma vidéo, bien c'est quoi? Oui, oui, oui. Euh, professeur, s'il vous plaît, l'écran, arrêtez de partager l'écran. Ah, ok, Votre... ok, d'accord. Oui. Si vous pouvez ouvrir vos caméras comme ça, on se filme. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Oui, je vous vois, professeur. Mais moi-même, je ne Ok. me vois pas. C'est bizarre. Où est-ce que je suis? Bon, je ne sais pas si je suis bien positionné, mais je ne me vois même pas sur l'écran. Vous êtes bien positionné, professeur. Je vous Vous vois êtes très bien. sûr? Ok. Ok. Donc, il y a quatre écrans. Donc, je vais prendre pour chaque écran. Laissez votre caméra ouverte, s'il vous plaît. Celle-là, elle est fatiguée ou bien c'est quoi? Ok. Je prends pour la première. Je passe au prochain écran. S'il vous plaît, ouvrez vos caméras. Comme ça, je vous... Oui, oui. Et je prends. C'est au troisième écran. Euh, je pense que l'écran, si les gens n'ont pas ouvert leur caméra, ok, je prends. Ok, c'est bon. C'est bon?
Oui, oui, c'est bon, professeur. OK. Merci à tous et à toutes. S'il vous plaît, chacun dit merci au professeur. Merci, professeur. Merci. Professeur. Merci, Bonne professeur. suite de soirée. Et on reste en contact et bonne. Professeur. La Merci, connexion professeur. faisait défaut, hein. OK. Merci beaucoup, professeur, et merci à la modératrice également. C'était très bien. Merci. 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 S'il vous plaît, n'oubliez pas de remplir la fiche de présence. On va bientôt arrêter la session. Donc, si vous n'avez pas rempli, copiez le lien, je renvoie. Renvoyez le lien. OK, je le fais tout à l'heure. Je le fais maintenant. Merci au professeur et merci à tous pour leur participation. Je vois Josué Kawila, je vois Fernand Chibangu et tout le monde. Donc, N'oubliez pas qu'on va, rendez-vous n'oubliez pas dimanche qu'on va gagner. prochain. N'oubliez pas qu'on va gagner le match de la CAN ce soir. Au revoir. Ça dépend de la position que vous êtes. Et puis n'oubliez pas que le Cameroun est éliminé. Pourquoi vous devez nous rappeler? Ne parle pas. Camerounais ne parle pas. Il y a beaucoup de Camerounais ici, en tout cas, donc Oui, il fallait je préciser vous ça. invite à regarder notre match et La à nous modératrice est souhaiter une bonne victoire. camerounaise. Ouais, Chers en tout Camerounais, cas, ouvrez vos cœurs pour que suivez la notre RDC match. gagne. Camerounais, ouvrez vos cœurs. La RDC va gagner. Camerounais, ouvrez vos cœurs. On vous invite quand même à suivre S'il vous plaît. notre match. L'équipe va jouer tout à l'heure là. Oui, Ou oui, bien il faut ça, que les Camerounais regardent les matchs de la RDC. hein. Camerounais, ouvrez vos cœurs. Est-ce que nos voisins qui surveillent le fleuve sont là? On va regarder. Nos voisins ne sont pas là. Nos voisins Non, qui surveillent le fleuve sont là. les surveillants du fleuve ne sont pas là. Ils sont pas là. Les Ah, voisins sont là, les voisins sont là. Les Camerounais sont en train tout de à l'heure. Au surveiller revoir, l'Afrique au revoir. centrale. Je vous Nous, le on laisse reste- nous, déjà on est et encore en Côte très bonne d'Ivoire. chose. Bye. Bye. Bye bye. Bye, bye. Bye bye. Bye. Bye, nous, on vous laisse. Ah. Ça va nous permettre à Le ce qu'on puisse se chercheur revoir encore. Sébastien Wendy. Bastien, je vous salue en passant. Salut, professeur. Ah ouais, comment tu vas? Le professeur n'est plus. Docteur Bernadette. Ah ouais, Et comment tu alors, vas? tu as fait du progrès en français, hein? Elle s'en Ah ouais, sort le très, français très est bien. propre. Très bien même. Qui Et Awa aussi. Moi, pour Awa, je suis sûr elle avait écrit son discours. C'est pas normal. Qui parle? Elle était sérieuse dans le discours, hein, docteur. Oui, on dirait une politicienne. Ah, Michel Mayouba, your Mais c'est your normal. place. Someone wants your place. Have you followed the speech of Awa? She makes a politician speech. One in French. Awa, Yeah. Awa, je t'attends sur WhatsApp. t'as pris le webinaire au sérieux, hein? Ah, Ah, allez, mais Bernadette. on vous laisse, hein? On vous laisse, on va regarder notre Oh, match ici. Camille. Mes éléments sont Coucou, là, Dr. hein. Moussa. Afi. Coucou, Bernadette. Coucou, Awa. Afi. Oh, Camille. Comment vous allez? Ça va? Coucou. Afi. Afi, c'était super, hein? Vous allez? Ouais, comme toujours. Elle sait flatter les gens. Elle est forte. Ah oui, franchement, c'était bon, hein? Je vous entends pas, je vous entends pas. Elle sera ma directrice de campagne, Inch'Allah. Oui. D'accord. Politicienne. Allez, bon. docteur, tu es en politique, hein? Allez. Moi, oui, je serai président. Vous savez partout.
Président du Togo, du Togo. Oui. J'ai Après fort, transféré le message à je notre vais venir. président. Après fort, il n'y a personne, hein, pardon. Après Après fort, je fort, il viens. y a personne. Un seul mandat à vie. Seul mandat à vie. Je vais changer mon nom. Moussa Fort Nyasimbe. Non. Ah, ok, c'est fini. Ok, c'était un plaisir vraiment. Ok. C'était une très belle session. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à vous. À la prochaine. Awa. Yes, Michelle. Are you closing it? Can you translate the speech in English? I'm having a technical. I can't hear you well.